Update for you now. Fox News has learned that court documents containing the names of nearly 200 people associated with the late Jeffrey Epstein are expected to be unsealed as early as today. That comes after the court-ordered deadline for associates to appeal expired January the 1st at midnight. The unsealing is expected to include names of former associates, friends, employees, accusers, and potential accomplices. However, the unsealing of 3 specific names will be held until at least January the 22nd, pending appeals. But we will learn who some of these other folks are. Sandra? Fox News alert. The list with nearly 180 names of Jeffrey Epstein's associates, fixers, accusers, and employees has just been released by a judge here in New York. There are 1,000 pages of court records, and our team is going through them. Fox News alert, the second tranche of Epstein documents just dropped, and the primetime team is digging through them like furious truffle pigs. We do see an email between people indicating Bill Clinton personally walked into the offices of Vanity Fair and threatened journalists to spike sex trafficking articles about his, quote, good friend Jeffrey Epstein. Why would he go to bat for Epstein? Not sure. CBS News investigation has uncovered a loophole that allows accused and convicted American pedophiles to escape justice by moving to Israel. So Ian Lee has been following this for more than a year, and he traveled to Israel for this investigation. He worked with a group that tracks people accused of sex crimes, which estimates dozens of Americans have used this loophole. So, you know, he's 6'2". We are on a stakeout looking for this man, Jimmy Julius Caro, 48 years old and wanted on charges of sexually assaulting a 9-year-old girl in Oregon back in 2000 and a 5-year-old girl in Israel in 2001. He's considered dangerous. But these photos are a few years old, so we don't know if he'll look the same. He remains elusive. Previous attempts to capture him have failed. Obviously, the fear that he would somehow figure out that anyone's looking for him and bolt. He just called his number. Shauna Aronson got a tip that Caro's expected at this clinic near Tel Aviv. Who's going to call the She's with JCW, Jewish Community Watch, an organization that hunts down accused pedophiles who flee to Israel from the U.S., exploiting a process called Law of Return, whereby any Jewish person can move to Israel and automatically gain citizenship. The ease with which pedophiles seem able to use this law as an escape route haunts victims like Mendy Hawk, who says he was abused from age 8 by a teacher at an Orthodox Jewish school in Los Angeles. So your classroom is right here. How does it feel being back? I was very anxious and, stressed coming back here. A lot of memories coming through my mind. Memories of his alleged abuser, Mordechai Yom Tov, who taught him Hebrew studies when he was just 8 years old. I'm not sure how many times you spent the night at the White House, but I think the first time was in the Clinton administration. You were invited by President Clinton to spend the night. Tell me about what you recall from that. That was a long time ago. There was always a lot of people in the Clinton White House. And so look, there's no smaller part of holy cow, I'm in the White
wow, this is a big, big deal. I will tell you, there was one time we happened to be in the White House, did spend the night. Me and the family had been in Washington, D.C. We were dedicating the National World War II Memorial at its opening. George W. Bush was president. I sat next to him, and we chit-chatted a little bit during the ceremony that was out on the mall. And we had arranged, my younger kids had not been in the White House ever, so we were able to arrange for a tour. And it was a Sunday, so it was a day off. And so when he was going to come down and I guess go to the gym or something, we were sort of like asked to go stand in one of the other rooms. But my wife had gone to the restroom. She had come out and she was walking down the hallway. And I hear her out there and she says, "Well, hello, Mr. President." And President George W. Bush said, "Well, hello, who are you?" And she says, "Well, I'm Rita Hanks." She used Rita Hanks then. And we were just here, and I'm here with the family. So, "Oh, yeah, really? Well, where are they?" So we stepped out, and the president was in his, Now, the one point I do want to make is that I understand all the feminist groups and the radicals who think this is the worst thing in the world, that anybody ever had any contact with Jeffrey Epstein. Where are all those radical feminists when it comes to the Hamas rapes of young Jewish girls, sexual abuse, beheadings? They are quiet. They are silent. The incredible hypocrisy of the Me Too movement. Me Too, except if you're a Jew. And I want to have a list of all the radical feminists who are pushing hard, and I understand that, to get all these names revealed. And I want to know how many of them have ever actually condemned Hamas for the rapes that we now know occurred and the murders that occurred. How many have been silent, and how many, like the National Lawyers Guild, have actually approved of what Hamas did? So let's put this in context. I'm thrilled that all these papers have come out. I urged them. I went to court. I asked for everything to come out because I knew that I had done nothing wrong and the papers would exculpate me. What I only worry about is that maybe the judges withheld certain documents. I want to make sure every single document comes out, including the documents that cast doubt on the credibility of some of the accusers and some of the accused. The public has the right to see everything and make their own judgment. We do not country at guilt by accusation, but guilt by association. A high-profile inmate in the most secure federal facility in the country's largest city who was somehow murdered, clearly with the knowledge of the Justice Department, and the Attorney General of the United States lies about it, which he did, and there's no reason to do that except to cover up the crime. So Correct. What does that tell us about this? Oh, it's a scary thought that you could be killed in prison by the government. That your brother was dead in his cell and had been dead for 2 hours. At least 2 hours. At least 2 hours. Yeah. Somebody cut off his clothing and redressed the corpse in hospital scrubs, in a gown. Yeah, I have a photograph of him in a hospital gown on a gurney in a hospital where, his arms were put through the sleeves. It's one of those gowns you tie in the back. So the question becomes, who decided to dress a dead body in a hospital gown? Normally they're either in a body bag or covered in it by a sheet. That's bizarre. Yes. And 4.5 years later, you have no answers at all on any of these questions. None. The autopsy photographs show that the ligature mark on Jeff's neck is in the middle of his neck and goes straight back, as if someone put a rope around his neck and strangled him, like Carlo in The Godfather, in the car. Or the electrical cord to his CPAP Or the electrical machine. cord or whatever was there, but it doesn't look like the fabric from a bed sheet. So if it seems clear just from the photographs of his autopsy that he was strangled with, say, a cord, wouldn't you test that cord for his DNA? Yeah, nobody seems to know where that is. Also, the way they said he was hanging, and again, he had to be there for at least 2 hours. When you die, the blood in your body settles gravity takes the blood down to the lowest parts of your body, and they become blotchy from the blood pooling under the skin. So the back of his legs and his buttocks should have what's called lividity. They should have this blotchiness, like bruising look on the back of his legs and his buttocks. The autopsy photographs show that his legs are clear. So he couldn't have been hanging that way for more than, for 2+ hours.
He'd have blood pooling in his legs. That's not the case. So did the report explain the discrepancies from the autopsy? That bones in his neck were broken that are not seen in hangings, but are seen in strangulations? Those broken bones are not, they're seen in strangulations, but because he had 3 bones, it's also from a karate chop to the neck will break bones like that. And that seems to be what I've spoken to military people, a preferred way of killing people is you karate chop them in the neck really hard, you collapse their windpipe, and that disorients them and incapacitates them, and then usually they just break their neck, or you can strangle them. So the breaks in his neck are more consistent with a karate chop than a soft, what's called a soft hanging. You know, when you tie something around your neck and you sit down or hang yourself from something soft, like, you know, unfortunately Robin Williams or Andre, you know, Bourdain, was it, who killed himself? Anthony Bourdain. Right, those are soft hangings, as opposed to, you know, Brooks in Shawshank Redemption, who stood on a chair and sort of jumped off. That's a hard hanging. That will snap the bones in your neck. But that wasn't what happened with Jeff. So Dr. Michael Baden, who participated, was present at the autopsy, has participated in like over 1,000 autopsies of prison deaths. I have never seen 3 fractures like this in a suicidal hanging. Going over 1,000 jail hangings, suicides in the New York City state prisons over the past 40, 50 years, no one had 3 fractures. His fairly firm conclusion is that this was not a suicide. Is that correct? Yes. Well, Epstein Island's a place where underage girls were taken and abused far, far away from the long reach of the law. Well, the island's been sold to another billionaire who wants to build a resort, but obviously the island's haunted, so good luck. Before the island sold, though, one journalist, Tyler Oliveira, snuck onto it. So the first part of this scheme was to get our hands on 2 jet skis while being goofy tourist vloggers asking if there were any nearby islands we should take a look at while we toured the ocean. Should we go through Little James and Big James, or those no-nos? No, don't go through there. We're headed to Epstein's Island. What could go wrong? And there is Epstein Island, Little James. There's a boat on the island right now. The question is, who could it be and why? There's literally someone right there on the island. Okay, we have more people. Look, the whole operation out here. Look at this. A golf cart, people that work here. But willing to take the chance, Tyler went straight to the temple. I'm on the island. The temple's behind me. I'll straight for the temple. This is the temple where crazy stuff went down. Look at this. Look at this. Blocked off by steel. Blocked off by wood. This is the place where evil, evil things went down. In this temple right here, there used to be a giant sun compass that was removed, apparently. There's a bonfire right here. Maybe where they burn people alive or not. I've gotten up here successfully, undetected. There's no, what is that? There's like a speaker right there. But beyond that, seems to be low-level security right now. No, but eventually security did catch up with him. Oh my God. I don't know who this is. I'm running. Oh, I'm done. We're done. We're done. A brand new pool right here. We seeing this? Security behind me? They're not as fast as me though. There's my getaway jet ski. We're getting out of here. I escaped. And that was the only person who's ever been able to successfully escape from that island. After 6 high-end brothels were shut down by the Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle. Aujourd'hui, épisode du 6 janvier 2024, 25e épisode, Une nation sous emprise, chapitre 18, les prédateurs. Quelle est l'innovation dans le modèle d'affaires de Jeffrey Epstein? Comment recruter des esclaves sexuels et des courtisanes? Des victimes de grooming qui deviennent des bourreaux et des recruteuses, la vie des gens riches et célèbres, magasiner sa femme à marier avec Jeffrey Epstein, donc l'ancêtre du hashtag Passport Bros. Donc, Une nation sous emprise, One Nation Under Blackmail, volume 2 de Whitney Webb, l'union sordide entre les agences de renseignement et le crime organisé qui ont mené à la montée de l'ascension de Jeffrey Epstein.
Merci à vous tous. J'espère que vous avez apprécié le petit montage. Je remercie les patriciens, Jean Rouillard, François Aubé, qui ont fait des dons dans la dernière semaine. Petite semaine aujourd'hui, donc on a une formule double parce que, comme vous l'avez constaté, il y a eu des petites révélations au niveau de l'histoire de Jeffrey Epstein dans les médias de masse. Ça l'a percé le média mainstream dans la dernière semaine. Donc, on va commencer avec une revue d'actualité de ça. Ensuite de ça, le chapitre de Une nation sous emprise, la recension. On a presque fini en passant. Je vous rappelle que le podcast est en direct sur Twitter, YouTube, yanrojdi.com. Et donc, allez sur Twitter, retweeter. J'ai quand même beaucoup de views. Venez sur Twitter, à commercial Rojdi Yann. Donc, c'est ça. Jeffrey Epstein trafiquait des adolescentes pour des politiciens américains et d'autres leaders du monde pour faire du chantage sexuel. Donc, j'ai une question, une opposition que j'ai entendue de quelqu'un qui est plus un normie. Là, hier, j'étais allé jouer à Warhammer à 40 000, puis j'ai essayé de plugger l'histoire de Jeffrey Epstein, voir leur réaction. Puis il dit, Jeffrey Epstein, là, faudrait même pas en parler. Faut pas publiciser ça. C'est une bonne objection. Parce que faut pas diffuser la possibilité, faut pas diffuser la réalité que c'est possible d'aller magasiner des pour faire On serait mieux de garder ça vraiment caché, occulté. Mais, et là c'est ça mon objection que j'ai lancée. Le problème, c'est qu'il y a cette politique profonde-là a un impact dans la politique réelle. Par exemple, et là j'ai donné un exemple que je connaissais, la guerre en Irak, elle a été acceptée par les Britanniques après que Jeffrey Epstein et ses esclaves sexuels, ses courtisanes, aient visité l'Angleterre pour une visite dans un chalet privé afin de rencontrer des politiciens influents anglais, britanniques. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est important de parler de ces histoires-là. Malheureusement, mais c'est certain que je vais limiter les détails gore. Parce que vous savez, moi je suis prude. Donc, les documents sont sortis. Prude et pudique. Donc, les documents sont sortis. Je vous rappelle que le livre dont je suis en train de faire la recension utilise ce matériel-là. Donc, ça fait 25 épisodes que ce que je vous décris, c'est des rapports du Congrès, du Sénat, des rapports d'enquêteurs indépendants, Special Counsel, des articles de médias qui existent, des documents de cours. L'affaire, c'est que Whitney Webb avait pas le droit de faire une photocopie du document de cours, mais elle a eu accès à ces documents de cours-là. Donc, il y a plein de choses que je vous ai révélées dans ces 24 podcasts-là pour l'instant, qui sont précisément ce qui a été révélé dans ces 1000 pages de documents. Il y a d'autres trucs de plus qui sont encore plus gore. Donc, 170 noms, plus de 150 noms. Vous pouvez accéder à ces documents-là. C'est un dossier documentcloud.org, 943 pages. Ici, vous voyez la série de PDF avec les dossiers de cours en question. Ça, c'est... j'ai trouvé ça sur Twitter. Allez sur legacy.graphcommons.com. Il y a une clé, là. Vous pouvez voir la clé ici en haut dans l'écran. Vous allez pouvoir donc trouver
analyser le graphe de réseau social Jeffrey Epstein. Donc, avec qui Jeffrey Epstein était connecté. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont mentionnés à travers le livre. Donc, vous voyez en haut à gauche ici le gouvernement israélien, Roy Cohn, un petit peu à droite du gouvernement israélien. Oups, j'ai un petit peu zoomé sans vouloir. Ensuite de ça, au milieu, le gouvernement américain, très proche du gouvernement israélien, en passant dans un graphe de réseau, un graphe de réseau, théorie des réseaux, network theory. C'est pas compliqué. Le standard, là, c'est t'as un point ou t'as une ligne. Donc, le point, c'est un node, c'est une personne ici ou un gouvernement, en l'occurrence dans ce graphe de réseau-là. Et l'arête qu'on appelle là, la ligne, c'est un lien. Donc, il y a un lien entre certaines personnes. Hein, vous voyez en haut ici, entre le gouvernement israélien et Roy Cohn, il y a J. Edgar Hoover. Donc, J. Edgar Hoover est lié à Roy Cohn, est lié au gouvernement israélien. Donc, il y a des choses comme ça, vous pouvez voir dans ce graphe de réseau. Bill Clinton au milieu. Ensuite de ça, c'est ça, entre le gouvernement américain et Jeffrey Epstein, il y a Bill Clinton, ça veut dire qu'il est très lié aux deux. On voit à droite le Council on Foreign Relations. Et là, il faut que vous compreniez quelque chose. Dans un graphe de réseau, donc on voit les liens et les liens se renforcent plus que deux personnes est proches. Donc plus que visuellement vous voyez deux organisations ou personnes qui sont proches, ça veut dire plus qu'ils sont liés. C'est ça que ça veut dire. Donc plus c'est éloigné, plus le réseau est loin. Donc le réseau Council on Foreign Relations, c'est un réseau antérieur à Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein est plus proche il est entre les Israéliens et le Council on Foreign Relations. Il est un petit peu plus proche du Council on Foreign Relations parce qu'il était probablement aux États-Unis. Donc, vous pouvez accéder à ça. À gauche, je vois la famille Bronfman, famille oligarque. Vous voyez ici au milieu Henry Kissinger, un petit peu en haut, JP Morgan, la banque de Deutsche Bank, Ghislaine Maxwell, la famille Maxwell. Oh! Robert Keith Gray. Ça, c'est l'opérateur sur le terrain qui faisait la job de Jeffrey Epstein avant que Jeffrey Epstein arrive. Donc, lui, il travaillait pour Bill Casey. On va peut-être voir Bill Casey, quelqu'un. Ah, il y a des Rothschild ici. Lou Wasserman de Hollywood. Paul Castellano, ça, c'est un mafieux. Louis Rosenstiel, c'est lui qui a créé le modèle d'affaires des honeypots pour construire une maison, la mettre sous écoute et enregistrer les gens qui font des trucs avec des enfants. Harvey Weinstein, Benjamin Netanyahu. C'est-tu pas beau, il y a un peu. Carbine 9/11, ça va falloir qu'on parle de ça. C'est un des chapitres qui s'en vient dans Une nation sous emprise. Donc, je continue. Chantage. Le chantage politique est utilisé pour faire pression dans des dossiers clés. Détruire quelqu'un. L'utiliser comme Patsy, donc le bouc émissaire. Avoir des faveurs. Donc, l'exemple, sénateur démocrate Bob Menendez, qui est mis en accusation dans plusieurs dossiers. C'est le gars avec des lingots d'or. Nouvelle mise en accusation, là, pour avoir reçu des cadeaux des Qataris. Et là, vous vous demandez pourquoi un démocrate? Parce que le sénateur Bob Menendez demandait une reddition de compte. Et il voulait des audits de l'argent qui est envoyé en Ukraine. Donc, sur un dossier clé, on utilise tout le matériel compromettant pour l'attaquer. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de dossier sexuel. C'est simplement de la corruption, du chantage normal. On vous rappelle à la maison, quand on cherche à avoir des faveurs de vous,
on vous achète premièrement avec du cash, des cadeaux. Ensuite de ça, si vous refusez, on peut essayer avec des femmes, des escortes, des trucs comme ça, de la drogue, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, un autre Watergate a été découvert dans la région Boston-Washington DC, un autre honeypot qui pourrait avoir été opéré par un lobby, un cartel de lobby d'agences de renseignement étrangères, Russie, Chine, Corée du Sud, peut-être Israël, pour des politiciens, lobbyistes, corporatistes, académiques, peu importe, militaires. C'est ça. Un autre honeypot qui a été découvert avant Noël. On attend encore la liste de ça. Notre liste. Ensuite de ça, pourquoi Donald Trump doit être détruit judiciairement avant l'élection, avant qu'il gagne les primaires. C'est parce que s'il gagne la candidature républicaine, la Chambre des représentants va être obligée de ne plus financer la guerre en Ukraine. Donc, le nerf de la guerre présentement, c'est est-ce que Trump pourra être nominé officiellement candidat républicain pour 2024? Le caucus en Iowa arrive bientôt. Ça va être rocambolesque. Ça va être rodéo. Ça va être Full Metal Jacket. En tout cas, les 3 fuites de documents qui ont été sortis durant la semaine. Dans les documents, si vous faites la recherche du nom Donald Trump, vous allez trouver certaines mentions dont je vous avais parlé, plus une confirmation de plus. Donc les mentions, je vous avais dit Trump, Epstein faisaient le party ensemble avec je pense que c'est Tom Barrack son nom. Durant les années 90, ils ont abusé des parties. C'était des 3 mousquetaires, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Donc, ils ont probablement couché avec beaucoup de call girls, beaucoup d'esclaves sexuels, plus ou moins affirmés. Donc, Donald Trump, c'est un petit mafieux. Ouais, faut pas se cacher. Ensuite de ça, début 2000. Genre autour de 2003-2005. Un petit peu peut-être même avant. Avant sa mise en accusation, sa première mise en accusation sexuelle. Donald Trump coupe ses liens avec Jeffrey Epstein. Officiellement, jusqu'à la semaine passée, il n'y avait aucun détail sur la raison. Mais, on savait que ça avait affaire avec les mœurs de Jeffrey Epstein et qu'est-ce qu'il faisait à Mar-a-Lago. On a eu la confirmation dans les documents de cour cette semaine. Quand Trump s'est rendu compte qu'il recrutait des esclaves sexuels et des courtisanes en dessous de 18 ans à Mar-a-Lago, il l'a foutu en dehors. Et quand il y a un procureur qui a commencé à enquêter sur Jeffrey Epstein, avec une liste de noms de témoins, de liens, des amis de Jeffrey Epstein à contacter pour poser des questions, le seul qui a aidé le procureur, c'est Donald Trump. Donald Trump est un mafieux responsable. C'est le Vito Corleone de 2023. Si vous réécoutez le parrain, vous ne pouvez pas ne pas être, comment on appelle ça, sympathique pour l'histoire de Vito Corleone. Donc, Trump exonéré dans les documents de cour, encore une fois, mais les médias font semblant qu'il n'est pas exonéré en passant. Il y a beaucoup de unes qui mentionnent Donald Trump sans dire la vérité. Donc, Trump n'a jamais visité les maisons ou l'île de Jeffrey Epstein. C'est ça, Trump qui n'a jamais visité. Qu'est-ce qu'on a ici? Flashback.
l'avocat, c'est ça, qui aidait les victimes, c'était pas un procureur, c'est un avocat, qui essayait de faire en sorte que les victimes soient aidées et que les criminels soient mis en accusation, a confirmé que la seule personne qui a aidé, c'est Donald Trump. En 2007, Donald Trump a banni Epstein de Mar-a-Lago. Vous voyez ici le document de cours qui le prouve. On a confirmation donc que pour autre manière d'éviter que Donald Trump gagne la présidence en 2024, on va faire une élection contestée. Donc, les démocrates ne veulent pas qu'il y ait de résultat électoral. Et c'est les démocrates de l'État profond et les démocrates populistes comme Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy a fait une alliance avec une partie de l'État profond. Donc, il y a plusieurs réseaux dans l'État profond. Il y a le réseau Clinton, il y a le réseau Bush, il y avait le réseau Epstein, il y a maintenant le réseau sioniste, c'est Blinken, Nuland, toutes les doubles nationalités dans l'administration, dans le Congrès. Il y a le réseau Kennedy, il y a le réseau, j'ai dit Obama. Donc, la rumeur veut que pourquoi on a accès à ces documents sur Jeffrey Epstein et tout ce monde-là, la rumeur veut que Barack Obama ait accepté la diffusion de ces données-là pour couler le possible retour des Clinton dans les présidentielles. Donc, il y avait rumeur qu'Hillary Clinton voulait se présenter à la dernière minute. Et donc, il y a une guerre de pouvoir dans les réseaux de l'État profond présentement pour savoir qui sera le candidat pour être élu en contingent election au Congrès, Chambre des représentants, Sénat. Donc, ça va être un vote par État, ça va être intense. 2024, il faut que vous soyez prêts. Un autre nom. Donc, les noms ont commencé à sortir. Ici, Tony Lyons, président d'une Skyhorse Publishing, donc un éditeur, donc cofondateur du Super PAC de Robert F. Kennedy. Donc, Robert F. Kennedy Jr. a fait une alliance pour gagner l'élection contingente au Congrès. Donc, il va y avoir contestation des élections par les démocrates. Et le but, c'est que les délégations des États votent Kennedy. Il reçoit beaucoup d'argent présentement. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Donc, autre nom qui est sorti, Bill Clinton. Bill Clinton qui est allé sur l'île de Jeffrey Epstein avec Ghislaine Maxwell et 2 jeunes filles. C'est les documents qui sortent de ça. Encore une fois, Bill Clinton et le prince Andrew. Des documents d'une poursuite de 2015 incluant Ghislaine Maxwell qui facilite les abus sexuels. La juge, c'est celle qui est responsable donc de la diffusion de ces preuves-là, juge Loretta Preska. Une des allégations, les allégations proviennent de témoins comme Virginia Giuffre, dont je vous ai parlé, j'ai révélé beaucoup de choses. Donc, vous voyez ici, encore une fois, d'autres documents de cours, Bill Clinton. Ici, Florian Philippot en France commence à en parler, mais très peu de médias en parlent de ce qui se passe, c'est intéressant. Tucker Carlson en a profité pour faire une entrevue avec le frère de Jeffrey Epstein qui enquête pour savoir la vraie cause de la mort de son frère Jeffrey. J'ai mis un clip de l'entrevue dans le montage. Tucker Carlson révèle récemment que Bill Barr, le handler probable, selon moi, de Jeffrey Epstein,
officiellement fermé l'enquête pour savoir la réelle cause de la mort de Jeffrey Epstein. Vous voyez ici la photo du cou de Jeffrey Epstein. Ça l'a fait beaucoup couler d'encre dans les médias, dans le sens que tout le monde s'accuse. Les rats s'accusent entre eux d'être des pornographes. Donc, Jimmy Kimmel accusé par Aaron Rodgers d'être connecté à Jeffrey Epstein. Allons voir plus en détail. Donc, ça, c'est Liz Crokin, qui est une complotiste, là. Elle voit, donc, vous voyez bien Jimmy Kimmel avec Bill Clinton et Hillary Clinton à la Clinton Global Initiative. Belle petite photo de famille diversifiée. Chelsea Clinton qui est là aussi. Clinton Foundation, blablabla, bla, 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 Crimes Against Children. Ouh, intéressant. Intéressant. Donc, d'autres documents de cours qui ont été rendus publics le 2 janvier 2024. On a attendu ça avec des roulements de tambour. Il y a beaucoup de gens qui croyaient que ça se pourrait pas. Mais c'est ça. Ça, c'est un autre thread sur pourquoi Trump a kické Jeffrey Epstein en dehors de Mar-a-Lago. La liste qui sort à partir du 3. Alan Dershowitz, qui est mentionné dans les documents de cours, dit que beaucoup de gens qui traînaient avec Jeffrey Epstein ça ne connaissaient pas vraiment la vie privée de Jeffrey Epstein. Et il y avait des fausses allégations. Il y avait des fausses allégations, c'est vrai, parce que beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes, ont associé les mauvais noms avec les mauvais visages et les mauvais événements au niveau de qu'est-ce qui se passe dans les chambres sur l'île ou dans les maisons de Jeffrey Epstein. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de délégations qu'il faut de mettre en contradiction, c'est normal, c'est le processus judiciaire, et de deux, il faut permettre à la victime d'associer le visage. Parce que c'est le plus important. Faut qu'elle puisse voir les personnes pour confirmer que c'est elle. Tu sais, normalement, tu fais ça au poste de police, là, tu mets 5 personnes, le suspect potentiel plus 4 autres personnes, et faut qu'elle sélectionne la bonne personne. En tout cas, c'est comme ça fonctionne, là, mais en tout cas. Alan Dershowitz, donc des allégations de relations sexuelles avec des mineurs, viol et orgie pédocriminelle. Un autre document de cours 2007 qui confirme ces allégations-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Autre allégation sur Bill Clinton. David Copperfield mentionné dans les documents, le magicien. Ça, c'est le truc le plus dégueu, le plus louche, le plus weird. Il y avait une marionnette du prince Andrew. Puis là, font venir une fille dans la chambre avec la marionnette. La fille s'assit sur les genoux au prince Andrew. La marionnette du prince Andrew sur les genoux de la fille. Puis là, il y a quelqu'un qui prend la main de la marionnette du prince Andrew. Elle la met sur la poitrine de l'enfant. Et là, juste après, le prince Andrew imite la marionnette. Il faisait des jeux comme ça, on va en parler tantôt.
Le chairman des hôtels Hyatt, milliardaire Thomas Pritzker, identifié dans les documents Epstein. D'autres démocrates exposés avec un ancien CEO de Victoria's Secret. Donc le sénateur George Mitchell, mentionné dans le livre dont je fais la recension, ainsi que l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, aussi mentionné dans le livre de Whitney Webb. D'autres figures politiques majeures qui ont été mentionnées dans le dossier... On va les voir tantôt. Ici, d'autres documents qui parlent des jeux des jeux Kissing Game avec Ghislaine Maxwell. Donc, des jeux pour embrasser des enfants au plaisir de Jeffrey Epstein. Plus d'allégations. Virginia Giuffre et Prince Andrew. Glenn Dubin présent. Glenn Dubin, c'est un financier, milliardaire. La grosse allégation de la semaine qui a éclaboussé partout dans les médias, c'est évidemment Clinton les aime jeunes. Clinton likes them young. C'est Johanna Sjoberg qui a répété les allégations sur Bill Clinton. D'autres allégations dans les documents sur Jean-Luc Brunel, dont on va parler aujourd'hui. Jean-Luc Brunel, qui est un scout pour les top modèles français, qui a travaillé aussi aux États-Unis avec Jeffrey Epstein. C'était le top trafiquant d'esclaves sexuels et de courtisanes pour Jeffrey Epstein, avec juste en dessous de Ghislaine Maxwell, un peu, on pourrait dire. Donc ici, un autre document de cours qui vous pouvez lire vous-même et qui explique comment il y a eu des choses avec le prince Andrew. Mario Nafal qui parle qui explique sur Twitter qu'une victime de Epstein lui a envoyé des documents et témoignages expliquant qu'il y aurait un autre premier ministre d'impliqué bien connu sur la planète, en plus de ceux qu'on connaît déjà. Donc, autre truc qui est ressorti dans les médias, un vieux article du Times d'Israël qui confirmait à l'époque que Netanyahou avait diffusé les documents prouvant que Bill Clinton a eu des relations sexuelles avec Monica Lewinsky. Donc, l'affaire Monica Lewinsky, c'était le Mossad, les Israéliens, les sionistes qui faisaient pression sur le réseau mafieux Clinton à la présidence des États-Unis. Un premier ministre israélien, Ehud Barak, dans le réseau Epstein, qui cache sa face pendant qu'il est en train de sortir du manoir de Jeffrey Epstein en 2016. Stephen Hawking, mentionné dans les documents de cours. La rumeur veut, j'ai pas lu dans le document, mais la rumeur veut que en plus de... Donc, il était sur l'île, puis il aimerait voir... Il aimait ça, regarder des nains tenter de résoudre des équations mathématiques sur un tableau trop grand pour eux. C'est ça que j'ai entendu. Est-ce que c'est de la satire? Est-ce que c'est la réalité? Dites-moi ça dans le chat. Des stars d'Hollywood qui ont été mentionnées dans le document Epstein. Donc, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Cameron Diaz, Bruce Willis, Kevin Spacey. Naomi Campbell, d'autres artistes, d'autres top modèles qu'on va voir aujourd'hui. Troisième batch de documents qui est sorti hier ou avant-hier? Avant-hier, 4 janvier.
Le ancien directeur du FBI, Louis Frey, mentionné dans la nouvelle batch de documents de Jeffrey Epstein du 4 janvier. Le 4 janvier, on découvre que Bill Clinton aurait rentré au Vanity Fair pour qu'ils ferment leur enquête et ne publient pas leurs billets parlant du trafic d'esclaves sexuels et de courtisanes de Jeffrey Epstein, son bon ami Jeffrey Epstein. Donc, la famille Pritzker, dont je vous ai parlé, qui est nommée dans les documents de Jeffrey Epstein, qui est liée à Harvard et qui protégeait la présidente de Harvard plagiaire. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Très intéressant. Al Gore et sa femme ont visité l'île à Jeffrey Epstein. La sénatrice du Tennessee, Marsha Blackburn, qui a envoyé une lettre au chairman du Judiciary Committee, sénateur Durbin, pour lui demander l'autorisation de lancer un subpoena afin de saisir tout le matériel de Jeffrey Epstein, afin de le matériel qui existe dans le gouvernement américain pour, évidemment, le diffuser via le Judiciary Committee. Parce que là, ils font rien avec, officiellement. Tout le matériel, les bandes vidéo, les CD, les disques durs avec les preuves que le compromat que Jeffrey Epstein a accumulé sur ses victimes. Tout ça, c'est Christopher Wray, le directeur du FBI, qui est clairement le propriétaire. Adriana Ross, donc une des femmes probablement qui a été recrutée par Jeffrey Epstein, qui a volé, retiré des ordinateurs de la résidence de Palm Beach de Jeffrey Epstein avant que le FBI puisse raider. Donc, je vous avais parlé de ces histoires en 2019-2020 de CD, disques durs qui ont disparu des propriétés de Jeffrey Epstein. Donc, dernière révélation, après la troisième batch de documents du 4, on a analysé ça. Le 5, on découvre que Hillary Clinton, nommée comme témoin direct dans les derniers documents. Le fixeur de Epstein, Michael Citrick, qui dit au Los Angeles Magazine que des voleurs ont pénétré dans son bureau pour voler des ordinateurs avant que dans le Brentwood Office, c'est quoi Brentwood? C'est-tu je pense que c'est c'est ça, dans son bureau de Brentwood, pour voler des documents de cours de Jeffrey Epstein et tout ça, blablabla. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la petite profonde présentement. Les documents de cours impliquent, encore une fois, la fondation Clinton, qui est financée par Ghislaine Maxwell, qui a même été créée avec l'aide de Jeffrey Epstein. Je vous en avais parlé. Donc, on peut clairement dire que tout ce beau monde-là a supporté le trafic d'esclaves sexuels mineurs. C'est directement l'histoire du Pizzagate. Donc, blanchiment d'argent, exploitation d'enfants, crimes sexuels, parjure, pay-to-play, True Clinton Foundation. Ça, on va voir ça la semaine mardi. Obstruction de justice et d'autres félonies. C'est ça le Pizzagate. Donc, je vous rappelle, venez vous inscrire, yanregis.com, Substack, Twitter, YouTube, pour continuer à suivre ce podcast-là. Donc là, c'est la fin de la revue d'actualité. On va faire un petit bout encore gratuit de la recension. Ensuite de ça, la fin, ça va être seulement pour les abonnés payants, 5$ par mois pour aider à appuyer mon travail de recherche. Donc, Une nation sous emprise, volume 2. Dans le volume 1, on voit que si on fait des cercles de veine,
des cercles interreliés avec des intersections, le crime organisé, les agences de renseignement, les familles oligarques. Il y a à peu près une quarantaine de familles oligarques que j'ai recensées dans le livre. À peu près ça que peut-être je dirais une douzaine aux États-Unis. On pourrait dire une vingtaine en Europe. Une dizaine en Asie. C'est à peu près ça, là, grossièrement, que je pourrais dire. Crime organisé, des mafias et les agences de renseignement. Des réseaux interreliés qui se font des guerres de réseaux. Des cartels interreliés entre eux à travers des intérêts partagés. Des intérêts financiers, des intérêts immobiliers, des intérêts corporatistes, des intérêts politiques, des intérêts médiatiques, culturels, académiques, judiciaires, de renforcement de la loi, mais surtout via des opérations et des deals. Comme ça qu'ils fonctionnent. Ils se font de l'argent avec des opérations. On les a vus, les opérations à travers le livre, les 2 livres. Des opérations de vente d'armes, vente de drogue, trafic d'armes, trafic de drogue, transfert de prisonniers, optimisation fiscale, fraude fiscale, blanchiment d'argent, rétrocommission, créer des lignes de crédit d'argent magique pour faire faillite ensuite de ça. Gérer le trafic aérien, le trafic maritime et prochainement le trafic spatial. Les transferts de technologie, ça veut dire quoi? Prendre une expertise occidentale, donner gratuitement cette expertise-là à des Asiatiques, en l'occurrence, et désindustrialiser l'Occident, envoyer les usines en Asie, remplacer les employés syndiqués qui coûtent trop cher ici par des esclaves en Asie, ou encore plus simple, proche d'ici, au Mexique, ou encore plus simple, faire venir les esclaves ici pour recréer le système de plantation. Donc l'immigration de masse qu'on voit présentement, c'est pas des immigrants qui vont avoir des droits comme vous et moi. Ces gens-là vont être des esclaves des serfs, plus que nous, en général. Donc, transfert de technologie, opérations clandestines, comme le Watergate, les assassinations de JFK, RFK, le 11 septembre 2001, le October Surprise de Jimmy Carter, l'affaire Monica Lewinsky. À tous les détours, la banque de la CIA, BCCI, Bank and Credit and Commerce International, est nommée. Banque qui est un réseau avec une façade officielle et une façade de cartel secret mafieuse, qui est lié au réseau Clinton, au réseau Bush, au réseau Epstein. L'innovation de Jeffrey Epstein, c'est une innovation donc de la 3e, 4e génération d'espions opérateurs agents de l'État profond. Donc l'histoire de l'État profond américain commence fin 19e, début 20e siècle, à la fin de l'ère des Robber Barons aux États-Unis, l'âge d'or des oligarques à la fin du processus d'industrialisation. C'est quoi l'innovation? C'est d'avoir pris une pratique occulte, le trafic d'esclaves sexuels, de courtisanes et le trafic d'enfants. Donc, d'avoir pris cette pratique occulte-là, de l'avoir systématisée, industrialisée, internationalisée, globalisée. Donc, changer d'échelle cette pratique-là, ils l'ont carrément mis partout.
Ils l'ont rendu omniprésent. C'est ça l'innovation de Jeffrey Epstein. Donc, le trafic de femmes et d'enfants. Ça, c'est une ressource. Une ressource qu'on peut stocker, distribuer, utiliser, produire. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, on peut avoir un modèle d'affaires. C'est quoi le modèle d'affaires de Jeffrey Epstein? On a des bateaux, puis des avions, puis des hélicoptères pour bouger des esclaves sexuels, des courtisans. On a des endroits pour recruter la ressource. On a des assets, des agents pour stocker la ressource avec des endroits, de l'immobilier pour stocker la ressource. On construit un pot de miel, un honeypot. Ensuite de ça, on contacte nos réseaux sociaux pour inviter à des soirées festives des gens importants, des gens influents. On enregistre les ébats avec les opérations. On utilise ce compromat-là pour influencer les leviers du pouvoir. Donc, ce processus à hauteur planétaire est une atteinte directe à l'anti-esclavagisme chrétien qui a dominé le nouveau monde qu'on pourrait dire du 15e au 20e siècle. Du 15e au 20e siècle, quand le christianisme, les anglo-saxons, les français, les portugais, les espagnols, les allemands, les néerlandais, quand tout ce beau monde-là, les peuples européens chrétiens, quand ils réussissent avec la caravelle, le compas, la presse écrite de Gutenberg, avec tout ça, quand ils réussissent à dominer la planète, à partir de ce moment-là, surtout chez les anglo-saxons, puis les Français, il y a eu une poussée, une concurrence des deux monarchies. Les autres peuples européens y ont suivi. On a eu une poussée chrétienne, clairement chrétienne, anti-esclavagiste. Le christianisme, c'est l'anti-esclavagisme, c'est combattre avec des lois l'inceste. C'est pas toutes les religions qui combattent l'inceste. Et l'inceste, il y a des degrés d'inceste. Donc, marier son cousin, pour les chrétiens, c'est considéré de l'inceste. Pas pour les musulmans. Pour les musulmans, marier son cousin, c'est renforcer le lien familial. Et c'est une pratique courante. Si vous ne croyez pas, allez lire les travaux d'Emmanuel Todd. Je les ai dans ma bibliothèque. Donc, combattre l'esclavagisme, combattre l'inceste, combattre les sacrifices humains. En tout cas. En tout cas. Chapitre 18.1. Les modèles scouts, des modèles, des scouter les modèles, ouais, des scouts de modèles. Donc, comment on recrute des esclaves sexuels et des courtisans? Premièrement, il faut que tu trouves le lieu où tu peux prédater, chasser tes victimes. Donc ça, c'est à l'intersection de deux choses. Ça te prend des victimes potentielles, donc des personnes qui sont facilement abusables. Et ça te prend un lieu avec des belles personnes. Tu vas pas aller chercher des courtisanes qui ont plus de dents dans la gueule. Donc, ce que Epstein, Maxwell, tout ce beau monde-là cherchait, c'était des... vous savez très bien.
J'essaie de limiter les détails pour pas que YouTube ferme le live en passant. Donc, la date hypothétique, la probabilité la plus forte où Jeffrey Epstein a commencé à lui-même sniffer sa poudre, c'est-à-dire utiliser la ressource qu'il trafique, qu'il recrute et trafique. On parle ici d'enfants. Le date de début de ça, probable, c'est autour des années 80-85. En 85, on a une allégation, victime de 23 ans, témoignage. 90, autre témoignage, victime de 14 ans. Donc, autour de 80, 85, 90, Jeffrey Epstein va commencer à devenir un sorcier pédocriminel. Quand Ghislaine Maxwell s'affiche publiquement avec Jeffrey Epstein, ça veut dire que Jeffrey Epstein abusait déjà d'enfants. Donc, elle l'a suivi. Elle n'a pas été initiatrice. Elle a suivi. Moi, j'ai des doutes pour savoir à quel point elle est bourreau. Je crois qu'elle est un petit peu victime. Je crois que son père, Robert Maxwell, l'a groomé. On ne sait pas. On ne sait pas. Les deux s'affichent ensemble comme chum blonde, Ghislaine Maxwell Epstein, en 91. Donc, avant que les premières allégations officielles qu'on ait entre Jeffrey Epstein et des mineurs. Donc, dès les débuts, les années 80-90, dès le début des activités de Jeffrey Epstein dans le monde de la mode, il est déjà connu pour abuser de mineurs dans le monde de la mode. Il fait ça avec qui? Avec un contact que Ghislaine Maxwell va le présenter. Il s'appelle Jean-Luc Brunel, mentionné dans les documents de cours. C'est une vedette en France dans les années 80. Il est à la tête de Karen Models à Paris, cofondateur. Il lance la carrière de top modèle si elles viennent à un club de nuit, une discothèque appelée Les Bains en France, à Paris probablement. Il invitait aussi les jeunes femmes, les mineurs, à des lively parties à son appartement. Il hébergeait dans ses propriétés des top modèles in their teens qui venaient des États-Unis, d'autres pays de l'Europe, avec des rêves de grandeur, faire fortune comme top modèle. Elle devait malheureusement, elle découvrait rendu là qu'elle partageait leur chambre avec des hommes qui sont dans le réseau de Jean-Luc Brunel. Et évidemment, grâce à ces hommes, ces femmes s'émancipaient. Hein, vous serez d'accord avec moi. En décembre 88, on a un exposé de 60 minutes, allégation de modèles de 15-16 ans, assaut sexuel, drogué, sabotage de carrière, menace de sabotage de carrière, en l'échange de contrats pour devenir top modèle. Malgré le contretemps, Jean-Luc Brunel fait équipe avec une autre top modèle, Faith Cates, pour former une autre agence de mannequins qui s'appelle Next Models, encore une fois en France. Dans les années 90, donc, Brunel, il participe à 2 agences de mannequins. Brunel et son frère ont 25% de Next Model, qu'il a formé avec Faith Cates. Son frère s'appelle Arnaud. Arnaud Brunel, embauché comme consultant à 30 000 $ par année, plus 3% du chiffre d'affaires annuel en revenus. En 96, le duo Brunel-Cates se sépare. Il va y avoir une poursuite contre les frères par Faith Cates parce que, dans le fond, Brunel ouvrait une filiale avec le nom, il utilisait le nom Next Model aux États-Unis et il a pris contrôle des bureaux aux États-Unis et elle n'était pas
d'accord avec les actions de Jean-Luc Brunel. Il ouvre une filiale donc à New York et à Miami de Karen Models. Les filiales, les autres entreprises de Jean-Luc Brunel font compétition avec Next Model de Paris avec Fred Cates. Donc, il se fout de la gueule, il l'utilise comme bouc émissaire possible. Donc, quand elle comprend ça, elle se sépare et elle le poursuit. La filiale Brunel, Karen Models à New York, Miami, va se faire avec un agent de mannequin qui s'appelle Joey Hunter. Durant cette période, Ghislaine Maxwell présente Brunel à Jeffrey Epstein. 95-96. Donc, après que Jeffrey Epstein ait commencé à sniffer sa ressource. Donc, Ghislaine Maxwell, elle connaissait Jean-Luc Brunel avant Epstein. Elle le connaissait depuis les années 80 via son père, Robert Maxwell. Jean-Luc Brunel, entre 1995 et 1999, il loue un appartement à la Trump Tower. Et, à cause de son mode de vie, il ramène des jeunes femmes très jeunes le soir, la nuit, dans son appartement. À cause de ça, Donald Trump, la tour Trump, va le kicker out de la tour. Donc, quand même, il est vraiment éthique, Trump. Epstein va sortir avec des employés de Next Model, donc dès qu'il va commencer à être lié à Jean-Luc Brunel. On a des exemples, on a des noms. Alice Pusco, qui va avoir après Next Model une job à Victoria's Secret. Victoria's Secret, Leslie Wexner, qui est dans le réseau de Jeffrey Epstein. Alina Pusco va avoir une job comme Angel, là, les anges de Victoria's Secret. On a d'autres noms qui sont mentionnés des histoires dans le livre, mais c'est des Jane Doe, donc je les mentionne pas trop rapidement, là. Si vous allez perdre votre temps dans les documents de cours, vous pouvez aller voir les accusations. La plupart des noms qui ont été retirés, redacted, dans les documents de cours, c'est des victimes. Le seul truc qu'on pourrait contester, c'est que certaines victimes ont été aussi des bourreaux. Il y avait des victimes bourreaux. Donc, les documents qu'il faut mettre en contact, qu'il faut faire cross-checker. Faut lier ça avec plusieurs documents. Tu as des documents de cours, tu as les archives des flight logs de la ligne aérienne de Jeffrey Epstein, des avions privés de Jeffrey Epstein, les journaux de bord avec les noms. Et tu peux rajouter ça, les petits carnets noirs de Jeffrey Epstein, les noms, les adresses, les numéros de téléphone des personnes qui sont dans son agenda. Et on a aussi, ça c'est pas mentionné, les gens qui couvrent le dossier. Il y a beaucoup de trucs, hein, je vous révèle. Jeffrey Epstein avait des majordomes, des butlers. Il avait des majordomes dans ses maisons. Donc, le butler, le majordome, il gère une business. Vous devez comprendre ça. Le majordome, il y a une bâtisse qui est gros comme une usine, avec, ça peut être soit une PME, donc jusqu'à 50 employés. C'est une petite PME. En général, tu peux aller jusqu'à 30 employés dans un manoir. Un petit manoir bien tranquille. Donc, il gère une PME avec des day-to-day activities. Il faut qu'il fasse rentrer des ressources, il gère des finances, il gère la propriété, la sécurité, les bills, tout ça. C'est très important. Donc, lui, il a des notes. Donc, on peut aller chercher ses notes. Donc, il y a c'est intéressant. C'est tout ça qui est publié depuis le 3 janvier 2024. Le Daily Beast, à l'époque, va partager, on est dans les années 90-2000,
va partager certains faits à l'époque. Epstein, par exemple, a un organisme caritatif secret qui s'appelle Gratitude America Limited, qui fait des dons à un organisme de philanthropie de qui? De la mannequin qui travaille avec Jean-Luc Brunel, Faith Cates. Plus, Jeffrey Epstein fait d'autres dons à l'organisation qui emploie le fils à Faith Cates, Dylan Cogan. La fondation caritative, l'organisme caritatif de Jeffrey Epstein, Gratitude America Limited, j'en ai parlé au chapitre 11. Elle donne aussi de l'argent à des trafiquants d'armes britanniques. La famille Lees, L-E-E-S-E, trafiquait des armes en Asie. Donc, il a envoyé des dons aussi à Julian Lees, le fils de Douglas Lees, qui est le mentor qui a coaché Jeffrey Epstein dans le trafic d'armes planétaires. Quand, en 1996, Jean-Luc Brunel se sépare de Faith Cates et de Next Model, il renforce ses liens avec Jeffrey Epstein durant cette période-là. Entre 1999 et 2005, Jean-Luc Brunel va apparaître 20 fois dans l'avion privé de Jeffrey Epstein. C'est un régulier, selon les employés de Jeffrey Epstein, de sa résidence de Palm Beach à Miami. Pendant que Jeffrey Epstein écoulait sa première sentence pour agression sexuelle des années 2000. Jean-Luc Brunel visite pendant sa sentence et après sa sentence, Jean-Luc Brunel visite Jeffrey Epstein 70 fois. Il se lie, Jean-Luc Brunel, à Ghislaine Maxwell pendant que Jeffrey Epstein est en prison dans la première sentence qu'il faisait. Malgré tout, à cette époque, 2003, Karen Models de Jean-Luc Brunel, ça ne fonctionne pas. Il quitte l'entreprise en 2003. 2004, Jeffrey Epstein tente donc d'acquérir une nouvelle agence de top modèle de mannequins. Il tente d'acquérir la branche américaine de Elite Models. En 2005, Jean-Luc Brunel se rebrand. Donc, il rebrand l'entreprise Karen comme MC2. C'est comme une restructuration. Epstein ouvre une entreprise pour offrir le financement nécessaire pour ce nouveau branding de Jean-Luc Brunel MC2. 1 million de dollars, ligne de crédit à Jean-Luc Brunel pour donc acheter, pour faire un joint venture avec une autre entreprise d'agence de mannequins. On voudrait donc créer une branche américaine de Elite Models à Paris. Donc, ce serait Elite Models aux États-Unis. Avec cet argent-là de Jeffrey Epstein. Mais, là, c'est en 2005. Ouais, mais Yann, Jeffrey Epstein tombe en prison. Parce que Jeffrey Epstein se ramasse en prison, le deal ne fonctionne pas. Donc, ils travaillent fort pour recruter leurs esclaves sexuels. MC2 continue quand même. Un 2e million de dollars de ligne de crédit va être financé par Jeffrey Epstein. Confirmé les 2 millions de dollars par le bookkeeper de MC2, la bookkeeper, Marita Vasquez, dans son témoignage de 2010, enquête fédérale. Epstein aussi payait directement les visas aux États-Unis des mannequins, des top modèles qui travaillaient pour MC2. Directement. C'est son compte bancaire qui payait pour les visas. Donc, Jeffrey Epstein s'allie avec Jean-Luc Brunel
pour ouvrir des services de trafic humain, mais pas toutes les opérations ont fonctionné. Jean-Luc Brunel devient le top trafiquant de Jeffrey Epstein. Les femmes sont stockées dans les maisons de Jeffrey Epstein. Chapitre 12, si vous voulez aller voir l'histoire, c'est avec les Gouletta. C'est dans la maison, les propriétés de 301, 66e rue. Les propriétés qui appartiennent à Ossa Properties, entreprise de Jeffrey Epstein. C'est un holding pour l'immobilier des maisons closes de Jeffrey Epstein. Toujours selon la bookkeeper de MC2, Marita Vasquez, les femmes, les filles sont louées 100 000 $ par nuit pour des clients. Ouais. C'est nié par Jean-Luc Brunel à l'époque, mais corroboré par certains témoins comme Virginia Roberts Giuffre. Témoignage de Giuffre dans les documents de 2014. Donc moi j'ai déjà la citation qui est dans les documents de cours qui sont sortis. Je l'avais avant qu'elle soit publiée. Brunel offrait des filles, girls. Il offrait à ces filles-là des jobs de mannequins. Plusieurs de ces filles venaient de pays avec des backgrounds très pauvres. Il les embauchait avec la promesse de faire beaucoup d'argent. Elle a aussi été forcée à avoir des relations sexuelles avec Brunel à plusieurs occasions, several occasions. Epstein importait des filles mineures de France avec Jean-Luc Brunel, avec l'aide de Jean-Luc Brunel, dont des triplettes de 12 ans. Des triplettes de 12 ans qui ont été importées par Epstein Brunel comme cadeau d'anniversaire à lui-même. Et Jeffrey Epstein avait une résidence à Paris. C'est très étrange qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations dans les médias parisiens sur ça. Une autre victime de tout ce beau monde-là, Nadia Marcinkova, achetée de sa famille par Jeffrey Epstein à 14 ans. N'a jamais travaillé comme top model dans sa carrière. Référé à l'interne par Jeffrey Epstein et son réseau comme esclave sexuel à Epstein. Epstein sex slave. Elle aide Jeffrey Epstein, ensuite de ça, quand elle est rendue un petit peu plus vieille, à recruter d'autres victimes. Donc, Nadia Marcinkova, esclave sexuelle achetée à ses parents, deviendra une bourreau et une recruteuse pour Jeffrey Epstein. C'est complètement fou ce qui se passe. Elle va faire pression sur ses filles et ses femmes pour qu'elles participent à des activités sexuelles. Ghislaine Maxwell, en passant, aussi va faire ça. Les deux, donc, vont même participer aux ébats sexuels. Je sais pas pour Marcinkova, mais Ghislaine Maxwell, elle participe aux ébats sexuels avec Jeffrey Epstein. Et seule avec des enfants. En 2011, Nadia Marcinkova fonde une entreprise qui s'appelle Avi Loop. Le magazine Wired décrit l'entreprise comme Supremely Odd Aviation Branding Business. Une entreprise d'aviation, une entreprise de branding d'aviation très, très bizarre. Donc, on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est ça l'entreprise en 2019 qui écrivent ça. Aviloop, l'entreprise de Nadia Marcinkova,
a comme adresse officielle 301 66e rue à New York, Ossa Properties. Ça, c'est les propriétés à Jeffrey Epstein. Cette preuve-là, c'est les archives de l'entreprise Aviloop. Donc, Marcinkova, son entreprise, c'est une entreprise qui a été fondée par Jeffrey Epstein. Donc, c'est une victime qui est devenue partie prenante, qui est devenue une sorcière, qui a évolué dans ce milieu-là et qui a participé. Moi, j'ai une question pour vous à la maison. Ces victimes bourreaux-là, à quel point on doit les reconnaître leur responsabilité et leur culpabilité? Parce que je vous rappelle que dans le christianisme, c'est autant le geste que l'intention derrière le geste et protéger la communauté, là, mais c'est surtout le geste puis l'intention derrière le geste qu'on punit. À quel point il va falloir punir ces femmes-là? Okay. C'est une question morale. Hein? Ça, c'est le genre de questions morales qu'on pourrait faire dans un examen secondaire 5 en philosophie, un examen rochdien. Est-ce que des femmes comme Ghislaine Maxwell, Nadia Marcinkova, à quel point on doit les poursuivre? À quel point elles sont rédemptables? On a des mémos qui ont été saisis du manoir de Palm Beach à Jeffrey Epstein, des mentions codées, les mémos ont été saisis par la police, des mentions codées des esclaves sexuels de Jeffrey Epstein, il appelle ça des masseuses, à des masseuses de 16 ans. Des photos de ces esclaves sexuels sont partout dans le manoir de Jeffrey Epstein, dans le raid de 2005, et même après sa première sentence de prison, le manoir, encore en 2019, pour sa deuxième mise en accusation, encore là, à cette époque-là, dans le manoir de Palm Beach, il y a partout des photos de mineurs à poil. C'est un temple de sorciers pédocriminels. C'est tu sais, en anglais, a lich lair. C'est comme la grotte d'une liche, là, les sorciers immortels, là, qui... c'est fou, c'est fou, c'est fou. En 2005, à l'époque, malgré toutes ces preuves-là, les policiers ne l'ont pas mis en accusation pour pornographie juvénile. La police a trouvé, en 2005, les caméras cachées et le matériel enregistré. Toujours pas d'accusation à l'époque. Ils ont trouvé les images sur des disques durs, des CD. Donc, à partir de 2005, le FBI avait déjà accès à tout ça. Donc, si on refait une historique, début des années 90, les sionistes du Mega Group et du Mossad donne le financement, l'accord au réseau Epstein, Gouletta, Wexner, et Maxwell. Ils donnent leur OK pour construire un honeypot de chantage sexuel aux États-Unis sur la côte Est. Début 90. Ils donnent le OK. Le but de l'opération, c'est de prendre Bill Clinton en défaut. On continue l'opération après pour prendre Bush en défaut. Ça a marché aussi. Et là, après le 11 septembre, en 2005, le FBI comprend qu'est-ce qui est arrivé, saisissent le matériel de l'agent du Mossad Epstein dès 2005. Et là, à partir de 2005, et les Israéliens et les Américains ont le matériel de compromission de Epstein.
C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Dans Vanity Fair, Ghislaine Maxwell confirme que l'île de Jeffrey Epstein, Fantasy Island, était aussi 100% sous écoute et vidéo. Ça, c'est quand elle a été accusée. Là. Elle va révéler ça dans des entrevues. Les Epstein et Maxwell appellent ça leur politique d'assurance, insurance policy pour chantage, blackmail. Brunel mourra dans des circonstances aussi douteuses que Jeffrey Epstein. En décembre 2020, Jean-Luc Brunel est détenu dans une enquête française. Les crimes, à cause des crimes de Jeffrey Epstein en France. Février 2022, Jean-Luc Brunel est découvert pendu dans sa cellule. Très rapidement, sa mort est jugée un suicide. Donc, le premier trafiquant, recruteur d'esclaves sexuels derrière Jeffrey Epstein, c'est Jean-Luc Brunel. Mais Jeffrey Epstein trempait ses lignes à pêche un peu partout. On va aller voir vers où il faisait ces activités-là. Donc, il est lié avec des designers de mode comme Tom Ford, qui est dans le petit carnet noir de Jeffrey Epstein. Tom Ford, c'est le directeur de création pour Gucci de 1994 à 2004. Un autre nom, Richard Buckley, dans le petit livre noir de Jeffrey Epstein. Journaliste de mode pour Vogue et Vanity Fair. Toujours dans le petit carnet noir. On a une top model qui s'appelle Janice Dickinson. Naomi Campbell. Chris Royer. Aussi nommé par les victimes, la top model Heidi Klum. Grosse star de Victoria's Secret. Victoria's Secret, chapitre 18.2. Donc, c'est la fin de la section gratuite du podcast. Donc, à la fin du podcast, demain, dans le courant de la fin de semaine, je vais clipper la première heure et demie gratuitement pour les gens. Si vous voulez avoir accès à la version complète du podcast, vous devez venir supporter mon travail. YannRojdi.com. Vous pouvez vous inscrire à mon infolette en direct de la Révolution culturelle, YannRojdi.substack.com. Vous pouvez vous abonner sur Twitter pour venir écouter le podcast en direct. Le partager, c'est très important parce que de ce temps-ci, j'ai beaucoup de traction sur Twitter. Venez m'aider à faire en sorte que je me rapproche du 2000 abonnés. Dès que je vais arriver là, autour de 5000 abonnés, ça va commencer à être... je vais avoir une croissance induite par la quantité d'abonnés. Venez vous abonner sur YouTube, partagez tout ça. Vous pouvez vous abonner aussi pour voir le contenu au complet sur ma chaîne, La Révolution culturelle, avec Yann Rojdi. Il y a une section abonnement ici, dans laquelle il y a les versions complètes. C'est 5$ par mois aussi. Donc, merci, chers patriciens. N'oubliez pas d'envoyer des super chats si vous aimez le contenu parce que si vous ne m'aidez pas, de un, ça ne me motive pas. Puis de deux, je ne suis pas capable de remplir mon budget. Là, j'essaie de rétablir ma réserve de finances pour l'année qui va être difficile cette année. Merci.